début du XVIe siècle, en Europe, le vent est au sud. Il vient d'Espagne, de Venise, de Florence. Sur ses ailes voyagent les arts, les sciences, les découvertes et de toutes nouvelles façons de manger. La Renaissance balaye les vieilles croyances. L'Amérique est à portée de caravelle, mais l'Europe se déchire entre protestants et catholiques, même à table. L'époque invente pourtant les premières règles de savoir-vivre, et grâce à un certain monsieur Gutenberg, elle fait entrer les livres de cuisine dans toutes les bonnes maisons. Imaginez la douceur des bords de Loire. François Ier, roi de France, a offert à son ami italien Da Vinci le château de Clos-Lucé, à 2 pas de son palais d'Amboise. C'est une belle fin d'après-midi de l'an 1517. Le vrai Léonard en aurait sûrement profité pour s'entretenir d'un nouveau projet avec son ami Pacello, le paysagiste. Il a envie de relier les jardins de Clos-Lucé aux jardins royaux de son ami et mécène à Amboise. Il peut rapidement dessiner un plan. Il a un peu de temps. Il vient de terminer son nouveau codex d'anatomie et il ne répondra que demain aux moines de Milan qui n'ont toujours pas compris les énigmes de sa scène. À Clos-Lucé, le maître toscan, toujours très entouré, ne s'arrête jamais. C'est aussi un épicurien qui vient de noter dans ses carnets que le bonheur vient aux hommes, là où l'on trouve du bon vin. Charmeur, Léonard ne tarit pas d'éloges quand il s'agit d'évoquer le moelleux ou le velouté des vins de Loire. Il promet à son compatriote pour ce soir un dîner aussi raffiné que bien arrosé et en très agréable compagnie. Dans la cuisine de Clos-Lucé, la préparation des mets a commencé. Sieur Sauzin, grand spécialiste des tables historiques de France et de Navarre, rallume pour un soir la grande cheminée, comme au temps où François Ier venait y souper en privé avec Vinci. Les cuisines des châteaux de la Renaissance sont devenues plus spacieuses, plus claires, et les cheminées plus grandes pour cuire ou mijoter les plats. Allez me passer, pour le bien disposer en chaudron. Là. Si les rôtissoirs sont encore rarissimes, les manches des poêles sont devenus plus longs pour le plus grand confort des rôtisseurs. Beaucoup de gestes et de préparations restent similaires avec la période médiévale. On pile encore beaucoup d'épices et l'on se délecte toujours autant de volatiles sauvages ou d'élevage, mais nobles par excellence. S'il n'y a pas de révolution dans les goûts, et si les mélanges sucrés et salés restent toujours très présents à table, à partir du début du XVIe siècle, la cuisine va innover dans l'art de la présentation des plats, comme dans la manière de les déguster et de se tenir à table. De ce point de vue, les sujets du roi de France ont fait beaucoup de progrès. Mais chez lui, à Florence, il y a bien longtemps que Laurent de Médicis est devenu magnifique, également à table. Dans l'opulente Italie du Nord, il y a en effet plus de 60 ans
que l'élégance et le raffinement accompagnent de somptueux repas. Tout est parti de Florence, la ville de Léonard. C'est à la cour des Médicis que se met en place cette nouvelle convivialité, puisque c'est là que l'on voit effectivement pour la première fois l'utilisation de ce couvert individuel avec cette assiette plate qui marque vraiment la rupture avec le monde médiéval qui mange plutôt dans des assiettes calottes, des écuelles, alors que là, ou sur des tranchoirs. Mais là, on abandonne vraiment le tranchoir et on passe à l'assiette à marli plat. Donc vraiment, c'est l'Italie qui est véritablement le modèle et qui va essaimer dans les autres cours européennes, mais très tardivement. Au diable les écuelles, bienvenue au savoir-manger. Le premier luxe de la Renaissance italienne, c'est la création d'une pièce dédiée uniquement au repas, la salle à manger. Dressée par les valets, elle devient une scène où l'on observe attentivement le maître de cérémonie, le cuisinier. Il doit impérativement goûter tous les plats. L'exemple de la terrible famille Borgia et les progrès fulgurants des poisons incitent à la plus grande prudence. Si le cuisinier reste vaillant, les convives peuvent alors s'emparer d'une autre grande nouveauté, la forcina. Avec ses deux pointes, elle permet de manger avec plus d'élégance et en principe plus proprement. L'avènement de cette fourchette est un mystère. Elle vient peut-être d'Orient ou de Catalogne. Les débats entre historiens sont toujours aussi pointus. Une seule chose est sûre, ce sont les Florentins qui les ont popularisés. La preuve que l'on a pour l'instant date du XVe siècle et c'est une représentation qui est due à Botticelli qui a reçu une commande de Laurent de Médicis et l'on voit que chacun des convives dispose d'une fourchette ou plus exactement d'un fourchon à deux dents. C'est vraiment l'invention qui dès le XVe siècle va marquer vraiment cette évolution des manières de table pour la Renaissance. Bien plus au nord et un peu plus tard dans le temps, en 1540, un auteur célèbre se morfond dans sa gentilhommière de la Devinière. François Rabelais dîne de peu, certes avec une fourchette, mais seul. Le créateur de Gargantua fait à nouveau l'objet des foudres de la Sorbonne pour son goût prononcé de la farce et son profond humanisme. Le rire est le propre de l'homme, dit-il, mais il n'a plus le cœur à rire. Un vent mauvais souffle sur l'Europe, celui de l'intolérance religieuse. Dès 1520, Luther prêche la réforme de l'autre côté du Rhin, contre le clergé de Rome. Catholiques et protestants s'affrontent, pour l'instant à coups de texte, mais aussi à table. Luther plaide pour l'abandon des jours maigres et des carêmes. Dans les provinces réformées, c'est la fin des interdits alimentaires. Mangez, buvez, habillez-vous comme bon vous semble, écrit-il. De même que Dieu ne se soucie que de sa volonté et non pas de la façon dont nous mangeons et nous nous habillons. Dans le monde protestant, c'est vrai qu'on peut manger ce qu'on veut, puisque les périodes de carême ont été supprimées. Donc on peut manger de la viande toute l'année, mais on doit la manger sans prendre aucun plaisir. On peut effectivement boire du vin, mais le moins possible et sans y prendre
plaisir. C'est ça, c'est l'interdiction du plaisir, alors que dans la religion catholique, vous avez l'interdiction des plats gras les jours maigres. À l'ombre de leur clocher, les catholiques s'inquiètent, non pas de l'austérité protestante, mais de cette dangereuse liberté qui aiguillonne leur propre Église. Elle accepte maintenant que l'on mange des fromages les jours maigres. On parle d'ailleurs au XVIe siècle d'une Europe beurrière. Pourquoi? Parce que les catholiques ayant peur de perdre leurs clients, si je puis dire, qui adorent le beurre, les œufs et le lait, embrassent le camp de la Réforme pour pouvoir justement manger ces produits. Hélas, les enjeux dépassent largement la question alimentaire. La confrontation théologique puis politique finit par basculer dans l'horreur. Le 24 août 1572, à Paris, ceux qui ont osé prendre des libertés avec le jeûne du vendredi sont massacrés sans pitié. Sur ordonnance de Catherine de Médicis et avec la bénédiction du pape Grégoire XIII, 3000 protestants tombent en une journée sous les coups des hommes du duc de Guise. Le monde chrétien est coupé en deux et sombre dans les guerres de religion. Elles vont considérablement modifier le paysage politique européen et accessoirement les mœurs à table. Ainsi, dans l'Europe réformée, les traités pour la libre consommation de viande prolifèrent. Pourtant, les boucheries vendent de moins en moins. Plus question de se faire plaisir. Autre effet, le poisson n'étant plus l'aliment obligatoire des jours maigres, l'activité des pêcheurs et des poissonneries baisse fortement. Plus question de faire pénitence. Mais comme il faut bien se nourrir, fruits et légumes envahissent les tables. Carottes, navets, choux-fleurs, petits pois, choux, salades, panais et oignons composent une nouvelle palette alimentaire dans cette Europe réformée et plutôt frugale. Dans la France catholique, Rabelais, enfin autorisé à publier par le roi lui-même, lèguera à la postérité ses goinfres de génie. Mais dans son œuvre, point de gourmet raffiné et élégant. Il y en avait pourtant déjà quelques-uns, et il fréquentait les bibliothèques, ces gourmets, à la recherche des tout premiers livres de cuisine. Grâce à la merveilleuse technique de M. Gutenberg, les recettes imprimées ont gagné en clarté et elles incitent au partage des idées gourmandes et aussi des principes de diététique hérités du Moyen-Âge. Mais ce qui n'est pas encore écrit dans ces livres qui viennent très souvent d'outre-Piémont, c'est que les maîtres de cuisine sont parfois un peu caractériels dès que l'on s'écarte un peu de leurs recettes. Alors c'est vrai qu'on a dans la première moitié de la Renaissance une certaine concentration de livres de cuisine qui sont publiés en Italie, notamment le premier livre de cuisine, un des premiers livres de cuisine imprimés, c'est un livre qui est publié en latin à l'origine, un livre de Platine qui s'appelle en français L'honnête volupté. Et ce livre, c'est à la fois un livre de diététique et un livre de cuisine. Et il se trouve que dans ce livre de cuisine, donc, on a des recettes qui vont être donc lues un peu partout à travers l'Europe, mais ce n'est pas vraiment des recettes italiennes, parce que les recettes qu'on a dedans, c'est les recettes de Maître Martino, qui est un cuisinier catalan. Les livres de recettes viennent de Toscane, d'Ombrie ou de Vénétie. L'Italie est très à la mode, surtout depuis l'arrivée de Catherine de Médicis à la cour de France.
Elle a beaucoup impressionné son monde avec ses fourchettes, son raffinement, ses cuisiniers et ses colazioni, des plats servis froids, embellis d'une large palette de légumes. C'est vrai aussi que dans les livres de cuisine italiens, justement du XVIe siècle, on a beaucoup de recettes de légumes. Et que ces recettes de légumes, on ne les trouve pas encore à un tel degré dans les livres de cuisine non italiens. Et c'est ce goût pour les légumes va s'amplifier au cours de la Renaissance. Et ça, c'est sans doute une influence italienne. Les choux et les oignons, plutôt protestants, envahissent l'Europe du Sud. Par contre, aubergines et concombres, bénis par les catholiques, progressent vers le nord. Les Italiens exportent leurs livres de cuisine et leurs sciences de l'horticulture. Dans toute l'Europe, les potagers deviennent de vrais laboratoires. Sélection, croisement, bouturage, greffe font prospérer les nouveautés. Notamment les courgettes et les artichauts. Le vilain chardon devient un mets de choix. Le peintre Arcimboldo l'élève même au rang de blason princier dans son très célèbre été. Mais ces beaux légumes sont encore un luxe. C'est sûrement la faute, si l'on peut dire, de la cour pontificale romaine, où les fruits et légumes entrent en vogue, surtout parce qu'ils ne peuvent pas consommer de viande. Et ils inventent des nouvelles manières de manger ces aliments. Au bout d'un moment, la consommation de fruits et de légumes devient un modèle pour les classes les plus riches à cette époque. Restent tout de même quelques nouveautés plus abordables. Les cardons, par exemple. Leur rusticité séduit les austères protestants. L'agronome Olivier de Serres décrit son allure rebutante. La carde demeure toujours en son état garni de forts et aigus piquetons. Dans la région genevoise, où de nombreux protestants fuyant les persécutions ont trouvé refuge, la carde en gratin va devenir le plat symbolique de la résistance face aux troupes catholiques du duc de Savoie. « 1535, le Puy-en-Velay. C'est l'effervescence dans ce haut lieu de pèlerinage, au pied de la cathédrale de la Vierge Noire. Cantinières et cuisiniers coupent, hachent et mitonnent. C'est que l'on attend un très grand personnage, François Ier en personne et sa somptueuse suite. Il faut faire honneur au monarque, qui est une fine gueule. Il est très friand d'une nouveauté qui, elle aussi, a franchi les Alpes, les pâtes. Importées et fabriquées en Sicile grâce au savoir-faire arabe, bien avant que Marco Polo, lors de son voyage en Chine, en ramène, les pâtes restent un aliment de luxe. En attendant, il y a du travail. Essentiellement fabriquées à base de farine de blé, les pâtes sont préparées à la main. Et pour qu'elles ne soient pas trop grossières, il faut un sacré coup de poignet et une bonne dose de patience. Dans les cuisines du nord de l'Europe, les cuisinières, en adoptant la pasta, les enrichissent de jaune d'œuf, de beurre et de crème. Mais ce n'est pas tout. Les pâtes servent souvent d'accompagnement pour les poules bouillies. Alors il n'est pas rare d'y rajouter des épices douces comme de la cannelle.
En revanche, à Gênes, Naples ou Rome, vermicelles, gnocchi, tortellini ou lasagne sont de moins en moins travaillés à la main. L'invention des presses à filière a permis aux fabricants de s'émanciper de la tutelle des boulangers et de fabriquer les pâtes en grande quantité. Elles réjouissent donc les gosiers de toutes les républiques et principautés de la péninsule. À un détail près tout de même, cuisiniers et marmitons de l'époque ont du mal à traduire al dente. Il est de bon goût de faire cuire les macaronis pendant 2 heures et parfois même de les transformer en dessert avec du sucre. Renaissance et découverte. L'Amérique, bien sûr, et Christophe Colomb. Il rêvait d'épices, ses successeurs avaient soif d'or. Mais les botanistes et les marchands, plus prosaïques, ont trouvé d'autres trésors. Le haricot, la courge, le maïs, le piment, le tabac, le cacao. Curieusement, ils dédaignent la tomate et la pomme de terre. Ce mépris pour ces nouveaux arrivants durera presque 2 siècles. C'est intéressant de voir que certains produits venant du Nouveau Monde sont considérés comme plus prestigieux et donc qu'ils rentrent très vite dans l'alimentation européenne. C'est le cas en particulier du piment qui remplace le poivre et que l'on surnomme le poivre des pauvres. Dans les premières années du XVe siècle, le maïs s'impose très rapidement en compagnie du dindon qui, lui, est déjà élevé dans toutes les cours d'Italie. C'est une époque de somptueux marchands et de véritables ambassadeurs, d'un monde dont on commence à se dire qu'il est plutôt rond. Caravelles, galions, galiotes sillonnent les océans et jamais avides. Quand ils repartent vers les Amériques, ils emmènent du blé, du lin, de l'orge et des pieds de vigne. Tout cela assure la survie des premiers colons et la fortune des marchands. Venue aussi de ce nouveau monde que l'on appelle encore les Indes, une plantureuse volaille commence à régner en maître dans les basses-cours de la Renaissance. C'est la poule d'Inde. Elles s'acclimatent à merveille aux prairies de la vieille Europe et sont engraissées avec les premières plantations de maïs. Grosses, grasses, savoureuses et bon marché, à la fin du XVIe siècle, elle va même entrer en politique. Henri IV et son bon ministre Sully décrètent que leurs sujets ont droit chaque dimanche à une poule au pot. Avec ces dindes moins chères, ce ne sera pas à ruine dans le royaume et les volailles dans leur ensemble vont enfin devenir plus populaires. À l'auberge du Congre debout, à côté d'Amboise, on chante aujourd'hui encore ce bon roi qui a démocratisé la volaille. Du coup, les riches la boudent. Ce mets est devenu décidément trop populaire et donc trop vulgaire. Quelle idée aussi de prendre une dinde albinos. Mais peu importe pour les paysans et les petits bourgeois. La saine gestion de M. Sully permet d'installer une roborative tradition dominicale qui peut aussi bien se partager à une table protestante que catholique. Au pot ou en brochet, les coqs d'Inde qui prendront plus tard le nom de dinde resteront bel et bien comme le dira 3 siècles plus tard le célèbre gastronome Brillat-Savarin, le plus beau cadeau du Nouveau Monde à l'Ancien.
Pendant le reste de la semaine, dans les campagnes, le régime est beaucoup plus frugal. Le pain reste l'aliment indispensable. En conséquence, les fenaisons et les moissons sont pour tous les paysans la période la plus importante de l'année. La culture de céréales comme le froment ou le seigle permet la fabrication du pain. Celle du sarrasin, de l'orge ou de l'avoine sert à nourrir les animaux. Si les récoltes de foin et de blé sont bonnes, il y aura au moins du lait et du pain pour tous, pour passer l'automne et l'hiver. Mais attention, l'absorption de lait frais est encore souvent réservée à des personnes convalescentes. Communément, on consomme plutôt du lait caillé ou du fromage. Les plus connus au XVIe siècle viennent de Roquefort, de Hollande ou de Parme. Retour à Clos-Lucé, où la mélodie du luth accompagne l'évocation d'un dîner galant, proposant des plats d'un luxe inimaginable pour de simples paysans. Le maître toscan aime éblouir, et il est très sensible aux modes. Alors il fait servir une olla podrida. C'est une composition d'influence espagnole. Avec les cuisiniers lombards ou génois, elle devient un monument, un véritable plat complet, en harmonie avec la passion grandissante pour les fruits et les légumes. Il faut bien entendu savoir aussi se tenir, manier élégamment la fourchette, faire assaut de galanterie et savoir rester minaudant et léger en sacrifiant à une nouvelle vogue un peu étrange, celle de ce sautillant tourdion. Autre manière d'éblouir et de ravir ses invités, les douceurs sucrées. On imagine assez bien Léonard se moquant de ces Français encore un peu rustaux, se régalant de fruits pochés au vin vieux de Touraine, servis sur une assiette en sucre. Rare, cher, passant pour un médicament et vendu par des apothicaires au siècle précédent, les pains de sucre trônent comme des trophées, symbolisant le bon goût en cuisine et la richesse sur les tables des banquets de la Renaissance. Les pains de sucre ont remisé en tant qu'édulcorant le miel au rayon des antiquités. Arrivant en plus grande quantité directement par voie maritime depuis les comptoirs d'Afrique et des Antilles, les tables de la Renaissance en usent et en abusent. On peut dire que le sucre, pendant la Renaissance, fut beaucoup utilisé. On le retrouve en grande quantité dans la cuisine anglaise, mais aussi italienne, tandis qu'en France, la cuisine conserve plutôt des saveurs acides, et c'est seulement beaucoup plus tard qu'elle se convertit au sucré. À l'époque, je dirais que dans les livres de cuisine, il y a à peu près 60% des recettes qui sont composées à base de sucre. En dehors de l'utilisation culinaire, le sucre est aussi utilisé beaucoup comme élément décoratif sur les tables, et en particulier en utilisant des presses pour fabriquer des statues, comme par exemple celle de Piero Tarca à Florence. Ces mêmes presses servaient donc à faire des statues en sucre. Il y avait aussi des boutiques pour les restaurer après leur utilisation lors des banquets. Le sucre, nouveau symbole de richesse et de puissance, déchaîne également l'imagination des artistes cuisiniers de Venise. Au Palais Foscari, un soir de 1574, en l'honneur d'Henri III, roi de France, le doge de Venise fait dresser une table où toute la vaisselle est en sucre. Les verres, les assiettes, les plats, les carafes, tout
était de sucre filé, même les gondoles transportant la création du jour, des dragées. La puissante République chérit les arts et ceux de la table en font partie. La Véronaise a su les réunir et son œuvre exposée au Louvre attire d'étranges admirateurs. C'est un témoignage fabuleux, c'est tout un programme, les Noces de Cana. Bon, hormis la peinture elle-même, les personnages qui sont décrits, regardez-moi cette table qui est immense. Si on regarde d'un peu plus près, bien entendu, on va voir cette débauche de sucre. Hein. C'est clair que c'est une débauche de sucre. Et il ne serait pas étonnant de considérer qu'ils vont manger ça, je ne veux pas dire en hors d'œuvre, je dirais presque comme amuse-bouche avant que de commencer à manger. Folie de confiture, de dragées, de fruits confits, la Renaissance à table ne rêve que de douceur. Puisqu'il n'y a jamais assez de verre à table, on admet certes de partager sa coupe, mais pas ses friandises. Véronèse, qui s'est représenté en musicien vêtu de blanc dans son tableau, sait bien que l'on ne badine pas avec le désir de sucre. Ces deux-là semblent prêts à s'entretuer pour ce qui passe à l'époque pour le délice des délices, un Cotignac. Au bord du tableau sur la gauche, si on regarde d'un peu plus près, on voit une espèce comme une petite boîte qui est vraisemblablement faite de bois, un entourage de bois. Et à l'intérieur de cela, il y a précisément ce sucre en question, ce Cotignac en question, qui est recouvert à nouveau de sucre. Ça veut dire que sucre encore resucré, il faut aimer beaucoup le sucre à cette époque pour le manger comme tel. Mais c'était la mode, donc il n'y avait aucun problème. Non, ça. En plat, allons les disposer. Pour tout à l'heure, Dans les cuisines de Clos Lucé, comme dans toutes les nobles maisons d'Europe, Sieur Sauzin ne déroge pas à cette mode, bien au contraire. Ce soir, pour succéder aux très fameuses poires au sirop, il prépare d'autres délices sucrées, composées de tartes à la reine Claude, accompagnées de son fameux Cotignac, qu'il prépare d'une manière originale. Après avoir fait cuire le jus de bon coin sauvage avec du sucre pendant 3 heures pour que le sucre s'imprègne de la saveur du fruit, il n'hésite pas à rajouter une généreuse dose de gingembre. Fort bien, là, le pouvez disposer en quantité. Fort bien. Quand le jus aura refroidi, il sera placé dans de petites boîtes en épicéa pour passer à table. Au nord de l'Europe, au début du XVIe siècle, les gourmandises et les raffinements des cours italiennes ne sont pas encore aussi largement répandus que dans le royaume de France. Dans les Flandres, par exemple, on découvre les exubérances sucrées. Certaines habitudes médiévales y sont encore bien enracinées. Pas de fourchette ni d'assiette, par exemple. Les doigts de la main droite et un tronchoir. Dans cette vieille maison d'Anderlecht, où vécut le grand humaniste Erasme, l'évocation de ces délices Renaissance n'oublie pas ces petits détails. Erasme fut le premier à codifier l'art de se bien tenir à table. Dans son traité d'éducation puérile, fin observateur des comportements à table, il note: se dandiner sur sa chaise et s'asseoir tantôt sur une fesse, tantôt sur l'autre, c'est se donner l'attitude de quelqu'un qui lâche un vent ou qui s'y efforce. Plus didactique, il impose aussi des règles de bienséance. Poser un coude sur la table ou tous les deux n'est excusable que pour un vieillard ou un malade. Lécher à coups de langue le sucre resté attaché à l'assiette, c'est agir en chat
non en homme. Cette figure majeure de l'humanisme chrétien n'a rien laissé au hasard. Erasme a défini des règles d'hygiène et de courtoisie. Autrefois, au Moyen Âge, ils mangeaient avec leurs mains, sans les laver, et à table, ils ne tenaient pas en place. Alors Erasme a insisté sur l'importance de se laver les mains et de nettoyer les ongles. Il a décidé de lier la pureté de l'âme à la propreté du corps. Il faisait très attention à ce qu'il mangeait, ce qu'il prenait avec ses mains et ce qu'il buvait, parce qu'il avait un estomac très fragile. Sa santé était dictée par le respect de ses règles d'hygiène. Et lors de ses nombreux voyages en Europe, il était toujours très mécontent quand il occupait des logements ou des lits qui n'étaient pas propres. Alors, avec son petit livre, il a voulu former les jeunes à des principes de règles de propreté. Ce livre de préceptes écrit sur la fin de sa vie est rempli de principes de précaution de quelqu'un ayant une santé fragile et souffrant de dysenterie. Malgré cela, il plaisante de son estomac luthérien et de son esprit chrétien et pose dans ses codes une philosophie de la nourriture. Pour Erasme, en fonction de ce que l'on mange, la table est un moment pour purifier l'âme. Erasme prenait du plaisir à se mettre à table, surtout quand il était entouré d'amis, dans une ambiance conviviale, et l'ambiance était très importante pour lui. Donc, il a écrit dans son œuvre qu'il fallait partager des repas entre amis pour avoir de grandes discussions philosophiques et manger en échangeant des idées. Par exemple, dans l'un de ces dialogues s'appelant « Le repas sacré », nous trouvons deux mots-clés, « ami » et « sacré ». Erasme était très pratiquant, et pour lui, la pureté du cœur dépendait de la propreté du corps, et cette propreté passait aussi par l'éducation. Au nord, si la 16 réformée fait des émules, au sud, les rigueurs et les pondérations à table ne sont pas d'actualité. Dans l'opéra, la première édition culinaire européenne à succès, Bartolomeo Scappi reste fidèle aux préceptes de son maître, l'impitoyable Pie V. Il mêle en cuisine interdit et plaisir. Scappi, on le connaît très bien, parce qu'il est aussi un écrivain et son livre de cuisine est devenu célèbre. Et donc, il est passé pour un grand cuisinier de la Renaissance. Mais je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a un autre chef très important à l'époque de la première Renaissance, c'est le maestro Martino de Rossi, qui probablement a donné sa véritable empreinte à la cuisine de la Renaissance. Contrairement à maître Martino Rossi, le cuisinier du pape a été le premier à penser les plaisirs de la table à grande échelle, en dépassant les frontières. Il décrit des préparations à la française, à l'allemande ou à l'espagnole. Il y détaille même un mets de semoule à la mauresque nommé couscous. L'ouvrage de Scappi est aussi à la pointe de l'illustration, grâce à de superbes gravures. Il passe en revue toutes les innovations dans le domaine des ustensiles de cuisine, des outils indispensables au prestige de leur chef. Vous faudra cela comme cela, l'émincer. Or ça, reprenez-moi. Dans la cuisine du château de Clos-Lucé, Sieur Sauzin aurait pu s'inspirer des recettes de son maître Scappi pour régaler la noble assemblée. Pour composer à nouveau un succulent dîner, il se serait lancé dans la préparation de lasagnes à la zucca, de quenelles de dinde ou d'un foie gras au pain d'épices et aux oranges amères. Vous le savez, voilà un légume. S'il est mal assaisonné, ne peut être bien mangé. Là,
Il nous suffit juste de mouiller. Point trop. Mais finalement, il a opté pour la simplicité et la voluptueuse tendresse d'un chaudronnet de veau au limon et au basilic frais, à la scappi. Le citron, là, sans pépins, je vous prie. Après avoir, avec beaucoup de soin, finement émincé des escalopes de veau, les commis hachent menu une belle poignée de basilic. Il faut faire revenir le veau dans une poêle bien chaude avec un fond d'huile d'olive. Maintenant que notre poêle est bien chaude, apportez-nous les morceaux de viande. Que l'on fasse revenir cela en bonne huile d'olive. Une fois blanchie, on déglace la viande moelleuse avec le jus de 4 citrons et on l'arrose, sans la noyer, d'un doux claret de Loire. Disposez largement le basilic dessus. Fort bien. Allez, couvrez. Ah, sans noyer. En fin de cuisson, on verse une belle pincée de sucre pour accentuer les saveurs et il faut saupoudrer juste avant de servir, au moment où le basilic exhale son parfum, un mélange bien pilé de clous de girofle, de gingembre et de poivre. Là, mes amis, que je ne vous brûle point. Sieur Sauzin, comme le préconisait Scappi, réussit ainsi son pari. Le premier devoir du cuisinier est de se conformer au goût et à la qualité du prince qu'il sert, et de toujours placer l'humeur du maître avant toute autre considération. Vinci et François Ier l'en auraient sûrement félicité. Les délices Renaissance orchestrées par Scappi sont toujours très appréciées en Italie, notamment à l'Alberetta. Dans ce petit paradis dominant la plaine du Pô, officie le signoré Galterio Marchesi. Premier chef transalpin à recevoir 3 étoiles, il puise son inspiration dans la presse, dans les arts, mais aussi très souvent dans l'histoire. Ce qui me passionne dans la cuisine de Scappi, c'est sa modernité, dans sa manière d'envisager la cuisine. Comme lui, j'ai un amour viscéral pour les bons produits et je trouve qu'il faut donner aux produits toutes les possibilités pour s'exprimer. Je partage dans la conception de la cuisine de Scappi l'idée de jouer la séparation des éléments qui composent un plat pour accentuer le goût des aliments que l'on déguste. Un bon filet, un morceau de viande, une tranche de poisson cuit d'une façon parfaite, c'est une manière de les valoriser. Ensuite, il faut mettre à côté des accompagnements qui soient en contraste et qui stimulent ces valeurs entre elles. Formidable Scappi. À l'Alberetta, les travaux de l'auguste aïeul inspirent toujours les plats de la carte. Prenez le foie gras par exemple. C'est Scappi qui a redécouvert cette technique de l'Antiquité oubliée au Moyen-Âge. Mais Marchesi le réinvente en le mariant à l'oiseau préféré de la cour pontificale à la Renaissance dans une sublime procession de figues, de fleurs de courgettes et de moutarde. Dans l'association entre la caille et la moutarde de fruits typiques de la Renaissance, douce et piquante à la fois, le contraste entre la saveur grasse du foie gras et celle de la truffe et le piquant doux de la moutarde va sublimer toutes les saveurs. Petite différence toutefois entre le cuisinier du pape et le maître de l'Alberetta, Scappi avait une âme de sculpteur. Il impressionnait en créant de sublimes pièces montées.
Marchesi, lui, aime les aplats et entraîne la beauté vers l'abstraction. Son très célèbre risotto, à peine un soupçon de fromage pour ne pas nuire à la subtilité du safran, va ainsi associer l'histoire à la peinture de Kazimierz Malevich. Il y a une liaison très forte avec la Renaissance. Autrefois, on utilisait de l'or pour décorer et le safran était une épice qu'on produisait en Italie dans la région des Abruzzes et des Marches. Riz, or et safran, c'est aussi une expression artistique. C'est comme un jeu, comme une harmonie, comme les musiciens diraient quand ils font une composition particulière. C'est en fait un embellissement du plat. Je dis toujours étonné dans la simplicité. Carré jaune sur fond jaune. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les tables d'Europe oublieront les goinfres de Rabelais, la modération d'Érasme ou le génie organisé d'un Scappi. Il faudra être très raffiné, suprêmement luxueux et très à cheval sur l'étiquette. Ce sera la fin des épices, le culte du naturel, la folie des primeurs et la passion du chocolat. Mais l'Europe connaîtra aussi de terribles famines. Pour quelques maîtres-queux heureux dans les cuisines de belles demeures, il y aura aussi bien des misères au cours du siècle des Lumières.